Eh bien, je suis enchanté d'être là. Merci beaucoup à l'ensemble du comité d'organisation de m'avoir invité. Je ferai juste une petite intro sur mon profil qui a été décrit. Effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lausanne en Suisse, mais j'ai la chance depuis 2 ans. Il y a une spécificité à Lausanne, c'est qu'on peut diviser un peu son emploi et je peux à la fois être enseignant-chercheur et prof de PS. Donc je suis aussi prof de PS à 50% dans un collège. Voilà, après avoir été formateur pendant près de 10 ans, je suis de retour avec les élèves, donc je répondrai volontiers à vos questions s'il y a des questions qui ressortent sur ça. Faire et refaire le genre en EPS, c'était la thèse que j'ai réalisée en Suisse parce que lorsque je suis arrivé là-bas, moi j'ai fait mes études en France, j'ai découvert de la non-mixité qu'on ne connaît pas forcément chez nous, sans pour autant qu'en Suisse il y ait une réflexion majeure sur cette question-là. Et du coup, la présentation que je vous propose, elle a 2 enjeux principaux. Le premier, c'est de s'intéresser à l'analyse de l'activité des élèves. Madame Cogerino a beaucoup parlé de l'activité des enseignants. Moi, ma porte d'entrée, elle est plutôt du côté des élèves, en se posant la question, finalement, que font nos élèves, leurs actions pendant les cours de PS, mais aussi que ressentent-ils, comment interagissent-ils et quelles émotions, face à quelles émotions sont-ils confrontés. Et puis le deuxième point, c'est de s'intéresser, là ça va un petit peu vite, à cette question en contexte mixte, mais aussi en contexte non mixte, lorsque les garçons et les filles sont donc séparés. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir en guise d'introduction, c'est de se poser la question finalement des problèmes posés par cette mixité, avec une étude que je vous invite notamment à lire, c'est François Dubé qui parle d'une école qui est embarrassée par la mixité. Et face à cela, dans différents pays du monde, je vous ai mis quelques exemples ici, on retrouve le développement d'écoles non mixtes. On n'est pas directement en train de parler de l'éducation physique, mais on est plutôt en train de parler de l'école en général, avec 4 points sur lesquels on ne va pas énormément s'attarder, mais juste pour que vous ayez des premières connaissances là-dessus. Le retour de la non-mixité s'appuie sur 4 types de justifications, de manière très controversée tout en bas. Ça vient des études nord-américaines notamment, c'est la question des cerveaux. Il semblerait, selon certaines études, je ne m'engagerai pas là-dessus, que les garçons et les filles ont 2 cerveaux différents. Allez jeter un œil notamment aux travaux de Leonard Sachs. Alors ce sont bien évidemment des travaux très controversés, mais pour autant, c'est un point d'appui qui tend à justifier le retour de la non-mixité. Dans un second temps, on a cette fausse réussite des filles, où on parle aussi d'une réussite paradoxale, c'est-à-dire qu'elles obtiennent de meilleurs résultats scolaires au collège et au lycée, mais une fois dans l'enseignement supérieur, elles s'engagent dans des filières très stéréotypées et il y a un maintien d'une certaine forme de hiérarchie. Le troisième point, c'est la question de l'échec scolaire des garçons, qui est plus important au collège notamment, et certains chercheurs, certains auteurs soulignent que ça pourrait être à cause de la cohabitation difficile entre les garçons et les filles. Et puis le dernier point sur lequel vous êtes formés, j'imagine, et où il y a beaucoup de travaux, c'est la question des effets pervers de la mixité à l'école et des inégalités qui peuvent émerger en contexte mixte. Si on s'intéresse maintenant un petit peu plus précisément à notre discipline, à nous, d'une manière générale, on peut noter que s'il y a bien une discipline scolaire qui est enseignée en contexte non mixte, c'est bien l'éducation physique et sportive, de manière formelle ou parfois informelle, ou plutôt mieux dit de manière officielle ou parfois plus officieuse. Et puis de manière officielle, je vous ai mis 5 exemples de pays ici qui utilisent de manière prononcée la non-mixité en éducation physique et sportive. Nous, en France, elle reste peut-être un petit peu plus cachée, tout du moins pas dans les programmes officiels, même si on réfléchit un petit peu au lycée avec le jeu des options, on peut retrouver de la non-mixité. Et puis pour que vous me connaissiez un petit peu, ou le profil de chercheur, le contexte dans lequel j'ai travaillé, vous voyez qu'ici en Suisse, à partir du collège, le 3e cycle c'est le collège, il est clairement conseillé de séparer majoritairement les filles et les garçons durant les cours d'éducation physique et sportive. Sans pour autant, je vous l'ai dit au départ, qu'il y ait d'études qui montre qu'il y aurait un effet plutôt positif. En Suisse et ailleurs, cette utilisation de la non-mixité, elle est utilisée, elle est envisagée comme une stratégie pour les enseignants visant à favoriser l'égalité entre les filles et les garçons. Pour autant, on retrouve dans la littérature le maintien de certains tabous vis-à-vis de cette non-mixité, vis-à-vis de cette séparation des sexes, via des questions qui restent souvent sans réponse. Les garçons réalisent-ils de meilleurs apprentissages significatifs? Les filles se sentent-elles plus libérées? Il y a très peu de réponses, ou alors des réponses assez controversées sur ce thème. Et c'est dans ce gouffre-là que j'ai essayé de travailler pour ma thèse. Avec l'idée, et c'est le deuxième point introductif que je présente tout de suite, de renforcer des recherches plutôt qualitatives sur cette question de ce que font les élèves en éducation physique et sportive. Avant de vous présenter certains résultats vis-à-vis de nos élèves confrontés à la mixité ou à la non-mixité,
Je voulais simplement terminer cette petite introduction sur la question du doing gender, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée théorique de mon travail de thèse. Moi, j'ai travaillé sur la théorie de l'énaction. Je ne sais pas si l'action située, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, mais voilà, j'ai relié cette approche psychologique qui est de l'action située avec une approche plus sociologique qui est le doing gender. Et simplement, le doing gender souligne que nous pourrions nous intéresser au genre comme un ensemble d'actions, un ensemble d'actes corporels, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, des routines, des rituels qu'on met en place, qui émergent des situations selon avec qui nous sommes, en fonction des groupes sociaux. Nous allons plus ou moins avoir un comportement genré ou moins genré. Et enfin, un genre qui est toujours en train d'être accompli, tout au long de la journée, tout au long de l'année ou au fil de la vie. Ça nous intéresse vis-à-vis de nos élèves parce qu'on voit bien qu'en fonction de la mixité ou de la non-mixité, il peut y avoir des différences vis-à-vis de la manière de faire le genre. Dans le domaine sportif, je vous ai mis juste 3 exemples pour qu'on ait le même langage, un langage commun, et puis que ça fasse peut-être écho à certaines situations que vous avez retrouvées. Le doing gender, il peut se manifester ainsi. Catherine Menson, elle a travaillé sur le football, sur l'étude de footballeuses et les critiques qu'elle pouvait recevoir lorsqu'elle crache sur le terrain. Ça, c'est du doing gender. Est-ce que lorsqu'on est une sportive footballeuse, on a le droit de cracher sur le terrain sans faire l'objet de critiques de la part des autres? Lorsqu'on est un homme, on ne se pose pas la question. Chez les femmes, alors j'ai pas fait une faute sur mon PowerPoint, je parle bien des frères Williams, d'accord? Ce sont les critiques qui ont été apportées aux sœurs Williams, bien évidemment, Serena et Vénus, sur leur manière de frapper fort, sur leur manière de s'habiller. On les considère plutôt comme des hommes, certains bien évidemment, et c'est pour ça que l'expression les frères Williams a été utilisée. On voit ici le doing gender qui se cache derrière ce type d'action. Et puis, si vous êtes curieux et curieuse, allez taper sur le football américain aux États-Unis et puis cette ligue qui est un petit peu particulière, la lingerie ball, où finalement les femmes peuvent faire du football américain, mais c'est en petite tenue, en petite culotte et en brassière, avec beaucoup de stéréotypes qui se rattachent à cette question. Par rapport à notre propos à nous et la question de l'école et de l'éducation physique, il y a 3 questions qu'on va essayer de se poser cet après-midi et auxquelles on va tenter d'apporter des réponses. Et finalement, le genre vu comme une action, eh bien, comment les filles et les garçons agissent-ils lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils évoluent de manière séparée? Le deuxième point, c'est dans quelle situation est-ce qu'on peut retrouver un genre saillant? C'est-à-dire à quel moment je me sens obligé, d'une certaine manière, de faire le genre? Ou alors je suis confronté à cette obligation de normes, de stéréotypes ou autre. Et puis la dernière, j'essaierai d'y répondre même si ça va vite, comment est-ce que ce genre évolue au fil des leçons, au fil des cycles, au fil d'une année scolaire chez nos élèves? Du coup, le premier point par rapport aux résultats, pour souffler un peu, je vous ai juste mis ici la méthodologie que j'ai utilisée moi dans ma thèse. J'ai passé une année complète dans des classes d'éducation physique, mixtes et non mixtes. Et puis vous voyez en noir et blanc ici, à chaque fois, je suivais 1, 2, 3 élèves. Et pendant toute une année scolaire, j'allais dans les cours de PS avec eux, je les filmais, et toutes les 3 semaines, on faisait un entretien d'autoconfrontation. Le but, c'était de me raconter ce qu'ils vivaient dans ces cours d'éducation physique et sportive. Je vous ai mis le prénom des élèves que j'ai suivis ici. Alors, il y a du mixte et il y a du non mixte. Et puis, voilà, ça, c'est un exemple du travail que j'ai fait avec les garçons, où au départ, je les ai vus en endurance, en volleyball et puis en acrosport. Du coup, la première question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il lorsque les garçons évoluent entre eux et lorsqu'il y a de la non-mixité? Eh bien, d'une manière générale, lorsqu'on s'intéresse à leur activité, à leurs actions, à leurs émotions, à leurs préoccupations, on peut considérer que l'éducation physique et sportive est envisagée, on regarde tout à droite là, par ces garçons, par ces adolescents, comme un vrai jeu. Que signifie ce vrai jeu? Ce vrai jeu, il signifie que l'EPS s'inscrit comme un contexte, comme une pratique compétitive et même parfois violente, ou encore comme un contexte qui n'accepte que la réussite. Et ça s'est illustré par des actions typiques que l'on retrouve, on est tout à gauche, performer au sein des tournois, où le score est annoncé à haute voix et avant même que le point se termine, on annonce le score, tirer fort dans les jeux, faire les fous, cacher ses douleurs lorsque j'ai mal. Ou alors en dessous, se chambrer, sans doute que vous voyez aussi certains garçons, certaines filles se faire ça, ou peut-être plus de garçons, on verra, en réalisant des gestes techniques, et on y reviendra, se moquer des plus faibles. Bien évidemment que la question des inégalités et de la hiérarchie entre en jeu lorsqu'on a un contexte que de garçons.
Je vous ai mis ici un exemple de Maxime, un des garçons que j'ai donc suivi pendant 1 an. Et on voit bien que Maxime, il n'évolue pas dans une classe non mixte avec plein de garçons, non. Maxime, il évolue dans un petit groupe de garçons et les autres, ils s'en moquent. Comment est-ce qu'il matérialise ça, Maxime? Il explique en début d'année que maintenant, dans la classe, il y a 2 groupes. Au début, tout le monde se parlait, mais maintenant, c'est différent. C'est un peu nous, les sportifs, ceux qui sont entourés en orange, et puis les autres, là, eux, ils n'aiment pas le sport. Et là, moi, je lui dis, mais Maxime, au début, tu n'étais pas assis à côté de Didier sur le banc, pourquoi est-ce que tu t'es levé pour changer de place? Et là, il me dit, moi, là, je me remets direct à côté d'Eric. Eric, c'est un garçon qui fait partie du groupe des sportifs, selon Maxime. Ça, cette division entre les garçons, on la connaît, nous, en contexte mixte, avec souvent les garçons d'un côté et les filles de l'autre, eh bien, va se transformer en une certaine hiérarchie et en une certaine opposition entre 2 groupes. On retrouve le même Maxime. Et là, vous vous imaginez bien qu'on est en situation de volleyball. Et le prof de PS, il dit aujourd'hui, on va créer des diades dissymétriques. Toi, Maxime, tu es plutôt à l'aise en volleyball, et tu vas aller jouer avec Enzo. Et vous allez apprendre tous les deux. Et la réaction de Maxime, elle est la suivante. Ce cours, c'était horrible, car il m'a mis avec Enzo. Lui, je ne le connais pas, je sais juste qu'il est nul. D'accord? On voit ici le rapport à la performance qui est prégnant dans la classe uniquement composée de garçons. Et puis après, quand le prof siffle et que je retrouve Francis, je me dis que le cours commence pour de vrai. Il y a d'autres exemples comme ça qui montrent cette division entre les 2 groupes. Je vous en ai mis un dernier. Le rapport que Maxime pouvait avoir avec les autres garçons qui étaient jugés comme étant moins sportifs. Je rigolais car Didier ne savait pas faire de pompe. Il mettait les genoux à terre pour faire une pompe. Ce n'était pas de vraie pompe. On retrouve encore ici ces vraies pompes, ce vrai jeu, ce vrai sport, ces vrais sportifs qui peuvent être présents dans l'activité développée par Maxime. Avec un petit peu plus de hauteur, nous pourrions nous demander si finalement, lorsque les garçons se retrouvent entre eux, nous ne sommes pas en train de fabriquer une certaine maison des hommes. Alors ici, j'ai fait un raccourci via certaines études sociologiques, c'est-à-dire une maison à l'intérieur de laquelle émergent les stéréotypes de masculinité, la virilité, la puissance, la domination, et d'une certaine manière, on la retrouve à travers ce vrai jeu. Et puis, en espérant pas aller trop vite et pas vous perdre, on pourrait aussi faire un lien via nos cours mixtes que vous connaissez ici, en se demandant si les garçons qu'on a lorsqu'on est en contexte mixte, à certaines occasions, ne cherchent-ils pas à recréer cette maison des hommes? Je vous ai mis un exemple ici avec Benjamin et d'autres adolescents qui soulignent que la mixité, on est tout en haut à droite, c'est sympa, c'est un jeu facile de jouer avec les filles, mais c'est aussi un jeu contraignant. On est obligé, tout à gauche, parfois de s'énerver contre elles, de jouer sans elle, de devoir contrôler sa force, on n'a pas le droit de tirer fort, ou encore de devoir voter pour faire certaines activités. Eh bien, de manière plus précise, je vous ai mis l'exemple de Benjamin en contexte mixte ici, lors d'un échauffement où il s'énerve contre l'enseignante. Et Benjamin, qu'est-ce qu'il dit? C'est chiant de ne pas pouvoir jouer avec de bonnes balles. C'était des balles en mousse. Ce n'est pas le vrai jeu ici. On retrouve les mêmes préoccupations que pouvait avoir Maxime. D'accord? Et ensuite, il explique que lui, il essaye de recréer un jeu sans les filles, un jeu assez viril où finalement on peut jouer sans certaines règles. Donc, la maison des hommes, elle n'est pas uniquement en contexte non mixte. Dans nos cours mixtes, on peut aussi avoir une certaine forme de recréation, redéfinition de ce type de pratique. Chez les filles, on se pose la question de lorsqu'elles ne sont plus avec les garçons, et là il y a 2 éléments sur lesquels j'aimerais vous rendre attentifs. Le premier élément, c'est de dire que la non-mixité peut avoir des effets positifs et peut être bénéfique sur l'engagement, la motivation des adolescentes et aussi leurs apprentissages. Pourquoi? Parce qu'elle peut être considérée comme un espace de liberté. Moi, j'ai observé de nombreuses adolescentes soulignant que lorsque les garçons ne sont plus là, on peut avoir un accès direct au premier rôle, c'est recevoir plus souvent la balle, avoir un rôle plus important au sein du jeu. C'est venir en EPS pour s'amuser et mettre un petit peu de côté ce rapport à la compétition. On ne compte pas le score. Toutes les leçons de volleyball auxquelles j'ai observé, il n'y a pas de score. À la fin, on ne sait pas qui a gagné ou qui a perdu et c'est secondaire. Et ça fait du bien pour ces adolescentes-là. Et enfin, c'est la possibilité de jouer sans crainte d'être moqué, sans crainte d'être exclu. Je vous ai mis un exemple ici d'une adolescente avec qui j'ai travaillé. Laure, avec les garçons l'année dernière, c'était parfois une corvée d'aller à la gym. Là, maintenant, c'est notre moment à nous.
Et ça, c'est un élément sur lequel on doit être attentif, non pas pour dire il faut faire de la non-mixité, mais pour se dire que ce type de pratique-là peut, à certains moments, soulager certaines adolescentes, mais aussi peut-être certains adolescents si on est dans un autre contexte. Pourquoi il y a ce sentiment-là? Je vais très vite ici, mais je vous ai mis un exemple de ce qu'on peut retrouver en contexte mixte. D'accord? Ça va avec les propos de Mme Cogerino juste avant et les difficultés rencontrées par les filles. Ici, je vous ai mis un exemple d'Irène que j'ai suivi en contexte mixte. Elle est en bas, Irène. Hein, le groupe est divisé, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et c'est le fameux moment de la constitution des équipes. Et moi, j'interroge Irène sur comment elle est en train de vivre ce moment-là. J'attends sur le banc, comme d'habitude. Quels que soient les jeux, on est toujours les dernières choisies. C'est dur de se faire refouler comme ça. J'ai déjà l'impression que je ne sers à rien. Donc on imagine bien là une adolescente de 14 ans qui a ce type de propos. On n'est pas loin d'une activité d'abandon, et pire encore, on n'est pas loin d'une activité de résignation. Je ne sers à rien en éducation physique et sportive. D'où l'importance que peuvent avoir, à certains moments, certaines pratiques non mixtes. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis surtout pas là pour défendre la non-mixité, je dis simplement que ça peut aussi avoir des effets plutôt positifs. C'est à nous d'anticiper ces moments-là. Toutefois, et c'est le deuxième élément de la non-mixité peut aussi avoir des effets délétères, des effets négatifs. Elle pose le problème de la prise en compte de l'ensemble des filles. Tout à l'heure, il a été évoqué en fin de présentation qu'on ne parle pas, on ne dit pas les filles ou les garçons, mais on dit bien des filles et des garçons, et ce paragraphe-là souligne cette hétérogénéité. La non-mixité, elle peut être vue dans un premier temps comme un lieu de frustration pour certaines filles. Ce lieu de frustration, c'est se sentir isolé et regretter l'absence des garçons. Je m'ennuie parce qu'il n'y a pas de filles, ou alors je ressens de l'injustice face aux remarques de l'enseignante. Si on avait un petit peu plus de temps, j'aimerais vous interroger sur, à votre avis, comment est-ce qu'on ressent de l'injustice quand on est une fille en contexte non mixte? Eh bien, cette injustice qui a été vécue, je pense que j'ai mis un exemple derrière, mais je vais vous le dire avant, c'est lorsque l'enseignant ou l'enseignante dit « Allez les filles, allez on y va, on se motive, on se met au travail », eh bien, il y a certaines ados qui le vivent extrêmement mal, parce qu'elles ne se sentent pas comme elles. Elles sont déjà motivées, elles ont déjà envie de jouer, donc la remarque qui est « allez les filles, on y va », elles le vivent très très mal. C'est ce que j'ai mis ici. Quand la prof elle dit « allez les filles, on se motive », ça m'énerve tellement. On voit bien ici qu'il y a deux groupes qui émergent, ce sont bien des filles, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et enfin, le deuxième point sur la non-mixité, c'est qu'en plus d'être un lieu de frustration, c'est aussi un lieu de violence. On a vu tout à l'heure avec le groupe de Maxime qui se moquait du groupe de Didier qui était moins à l'aise. Eh bien, chez les filles, on retrouve également ce type de violence-là. Avec l'idée, et je m'arrêterai là sur ce type de travaux sur la non-mixité, mais la question des clans. Chez les garçons, ils sont assez visibles. Il y avait le groupe des sportifs et le groupe des non-sportifs. Chez les filles, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître. Moi, j'ai mis beaucoup de temps dans ma thèse à essayer de comprendre comment les groupes s'organisaient. Mais il y a énormément de clans qui ont émergé sur différents rapports, sur différentes données, et il y avait beaucoup de violence à l'intérieur de ces clans-là. D'accord ? Je ne joue pas avec des filles qui ne sont pas de mon clan, ou alors je me permets de me bagarrer, de me disputer et de régler certains comptes durant les rencontres. J'arrive au bout, on est bien au niveau du temps ou ça va ? Tout va bien ? D'accord. 3 petits points pour conclure cette présentation-là. Tout en haut, c'est assez général, je m'en excuse, on aurait pu le faire de manière plus précise, mais ici j'aimerais qu'on s'interroge sur les différentes situations dans lesquelles faire le genre est particulièrement marquant. Et ça nous enseignants, ça nous intéresse parce qu'on peut se demander à quel moment est-ce que je suis en train de prendre un risque sur le fait que des stéréotypes de genre risquent de se développer. On en développe juste quelques-uns. Le vestiaire, bien évidemment. Il faudrait repenser à quel type d'action est-ce qu'on peut avoir en tant qu'enseignant, mais il se passe de nombreuses choses dans le vestiaire, des élèves qui arrivent déjà changés, d'autres qui n'osent pas se changer pour ne pas se mettre à nu. Le curriculum, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Allons-nous réussir à enseigner les activités artistiques si on est en contexte non mixte ? On a déjà beaucoup de mal à le faire en contexte mixte, alors comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça ? Moi, l'enseignant que j'ai suivi, vous avez vu, il a fait 8 leçons d'acrosport. C'était annoncé dès le début. Mais la première leçon, elle a bien duré 1h30. La deuxième leçon, il y a eu un échauffement sur les jeux qui a duré en longueur. Et puis la 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça a été 30 minutes d'acrosport et 1 heure de football parce qu'il faut bien les tenir, les garçons.
D'accord? Donc voilà, je ne suis pas du tout là en train de dire que c'est pas bien ce qu'il fait, je dis juste que c'est une réalité face à laquelle on est confronté et il est important qu'on se pose la question. Les situations de jeu, quel rôle ont nos élèves dans les jeux qu'on propose ou dans les activités? Et puis le dernier point que je développerai un tout petit peu, c'est la formation des groupes. Alors ça fait de nombreuses années que chercheurs, enseignants, formateurs, on essaie de trouver des solutions pour réussir à mieux former les groupes. Eh bien sachez que dans de très nombreuses études, la pire expérience qui est vécue en EPS quand on s'intéresse à cette forme d'égalité, c'est souvent cet élève qui est le dernier à être choisi sur le banc. D'accord? Donc soyons conscients de ces types d'inégalités-là. Deux dernières choses. Le premier, c'est que finalement, lorsqu'on s'intéresse à la question de faire ou refaire le genre en EPS, en toile de fond, on doit mettre en mots certains types d'activités. Et moi, dans ma thèse, j'ai mis en exergue ces activités d'exclusion. On l'a vu dans les deux groupes chez les garçons, on l'a vu en contexte mixte via les garçons contre les filles. Ces activités de sélection, je ne joue pas avec n'importe qui, je joue avec les plus forts quand je m'appelle Maxime, et vous avez vu l'exemple sur les garçons, ou alors je joue avec mes copines lorsque je suis dans un groupe de filles. Bref, il y a une activité de sélection. Et le dernier, il y a une activité d'abandon. Le problème d'absentéisme, le problème d'investissement beaucoup moins développé chez les filles, peut-être que si on arrive à le reconsidérer sous cette optique-là, on aurait certaines réponses qui pourraient émerger. Et le dernier point promis, après je m'arrête là, en guise d'ouverture, je pense que l'une des pistes sur lesquelles nous pourrions travailler, c'est d'envisager d'aller vers une mixité réfléchie. Tout à l'heure, on a évoqué la mixité sous condition, eh bien peut-être qu'on peut faire le parallèle entre les deux. Une mixité réfléchie, elle pourrait se développer en 3 points. Le premier, nous permettre à tous d'accéder à une compétence de genre. Comment est-ce que nous, étudiants, enseignants, formateurs, chercheurs, on se situe vis-à-vis de ces stéréotypes de genre-là? Et c'est un travail extrêmement complexe. C'est facile de dire je suis pour l'égalité, mais tous les jours dans notre comportement, comment est-ce qu'on est avec les élèves? Le deuxième point, c'est véritablement considérer la mixité comme une valeur et non pas simplement comme une pratique pédagogique. Bien sûr que vous allez être confronté à des garçons et des filles qui arrivent dans les vestiaires et qui vont faire EPS, mais qu'est-ce qu'on fait de cette mixité-là? Est-ce qu'on a des objectifs précis? Est-ce qu'on a des objectifs à l'année où le but, c'est de leur permettre de se rencontrer? Allons interroger, ça va être plus facile, cette mixité comme objectif et comme valeur. Et puis le dernier point, moi je trouve qu'en travaillant avec les étudiants, l'une des barrières face auxquelles ils sont confrontés, c'est souvent de se dire mais j'ai déjà mon quotidien à gérer, j'ai déjà mes leçons à préparer, et en plus il faut que je prenne en considération cette question d'égalité, c'est beaucoup trop monsieur. Mais non, en fait c'est la même chose, si ce n'est que lorsqu'on prépare ces leçons, il faut réussir à se reposer la question: est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est plutôt dans un versant égalitaire, ou alors est-ce que je ne prends pas le risque de renforcer certains stéréotypes? La tâche magique, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas révolutionner nos pratiques en EPS en proposant de nouvelles tâches. Il faut simplement, mais ce simplement, il peut être difficile, réinterroger ce que nous sommes en train de faire avec les élèves. Et c'est cette idée de bricolage qui veut illustrer ce principe-là. Et le dernier, j'avais dit que c'était le dernier, mais il m'en reste un tout petit, je voulais conclure comme ça. Ici, je vous ai mis l'exemple d'Irène. Si juste on essaie de comprendre ce schéma, on voit que les points noirs, c'est l'activité d'Irène. Irène, pendant le cycle de basketball, elle reste invisible. Première leçon, elle est invisible, elle ne fait rien, ou elle fait tout pour être invisible. Deuxième leçon, pareil. Quatrième et cinquième, pareil. Et à la troisième leçon, je remarque qu'il y a un changement. Irène, elle est investie. Elle est au milieu du terrain, elle demande la balle. J'essaie de comprendre pourquoi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Là, c'était cool, car vous voyez, j'ai réussi à mettre un panier. Après, j'ai encore eu le ballon assez vite, comme si je faisais partie de l'équipe. Après, ouais, je crie. Là, je lui dis, mais tu vois, Irène, j'ai jamais vu ça. Tu es en train de crier pour avoir la balle? Oui, là, je crie. Et en plus, je l'ai eu. Sébastien, il a dit qu'on était une équipe et qu'il fallait mettre plein de paniers. J'étais motivé. C'est pas grand-chose, ça, mais ça veut simplement dire qu'il faut à tout prix que nous réussissions à développer un sentiment de compétence chez les filles et chez les garçons, alors en favorisant des apprentissages significatifs. Merci beaucoup.